Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce parcours RH et Finance. Désolé pour les auditeurs en ligne qui ont patienté un tout petit peu, la conférence précédente a duré un tout petit peu plus long. On va à présent démarrer avec ces ateliers. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde pour ces deux présentations. Il y aura aussi des espaces de questions et réponses. Les micros circuleront aussi dans la salle après chaque présentation. Donc aussi, cette présentation est enregistrée et sera disponible aussi. Vous recevrez un mail après l'événement pour pouvoir revoir ou pour pouvoir partager les différents contenus. Donc, pourquoi ce parcours RH et finance? Ben, comme vous le savez ou peut-être pas, mais vous l'avez peut-être vu sur les stands à l'entrée, donc le groupe T2I, on est actif dans différents secteurs d'activité, gestion documentaire, les RH, les infrastructures et les ERP communales. Et puis plus particulièrement en lien avec nos applications RH et gestion documentaire, on a régulièrement ces thèmes qui reviennent, c'est comment valoriser le capital humain et aussi les questions de cybersécurité. Le deuxième sujet qu'on vous propose avec Anne de AWK, c'est un sujet qui est d'actualité, les cyberattaques et puis les données métiers, c'est de comment protéger nos données et comment mettre en place les bonnes pratiques qui vont être efficaces. Merci. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour cet atelier. Est-ce que vous savez le point commun entre toutes les entreprises que j'ai listées là? Bon, oui, elles ont toutes été attaquées. Assez récemment d'ailleurs, au-delà qu'elles sont toutes des entreprises suisses ou avec des bureaux en Suisse, elles ont toutes été attaquées. Elles n'ont pas toutes été attaquées par ransomware, mais une grande majorité ont subi donc une attaque par ransomware. Une attaque par ransomware, je pense que vous savez tous dans les grandes lignes ce que c'est vos données, peu importe lesquelles, qui sont prises en otage. Vous devez payer pour les récupérer. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours ici pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais que vous ayez conscience des points d'entrée, comment ça se propage et jusqu'où ça peut aller. Il y a 3 grandes phases. C'est les 3 grandes zones de couleur. La première phase, c'est la découverte et le premier accès dans le système d'information. Première chose à savoir, c'est que les attaquants, ils ont du temps, ce qu'on n'a pas nous. Ils ont des moyens à la fois financiers, des compétences. Les attaquants, ils sont super bons techniquement. Et ils ont des moyens techniques, c'est-à-dire qu'ils ont des ressources, des gros serveurs, des grosses machines qui peuvent faire des gros calculs, faire des recherches. Pourquoi ils ont des ressources? Soit parce qu'ils vous les ont empruntées, soit parce qu'ils ont quand même des moyens pour avoir des machines pour eux. Et donc, comme ils ont du temps, etc., eh bien, ils vont utiliser différentes manières pour rentrer dans le système. La première, la plus fréquente, celle que vous recevez tous les jours, c'est du spam. Si vous savez bien le détecter, vous cliquez plus sur les liens, vous ne le transférez pas à vos amis pour leur faire gagner 10 francs, vous le taguez en spam et ça devrait bien se passer. Le deuxième, qui est souvent plus difficile à détecter, là, c'est celui qui est en vert sur le schéma, là, c'est le phishing. Le phishing, c'est très traître, parce qu'il y a évidemment le phishing de base que vous allez identifier, gagner un iPhone ou partez en vacances pour rien, ça va. Mais quand l'attaquant, il a vraiment eu le temps, qu'il a vraiment ciblé votre entreprise, ou juste vous, parce que vous êtes très intéressant par vos fonctions par ailleurs, il va faire un email qui va être très très proche d'un email de réalité, de la réalité, de votre RH qui vous envoie un message pour vous dire qu'il organise un événement et qu'on a besoin de quelques coordonnées supplémentaires, de votre RH toujours qui vous demande quelques coordonnées bancaires supplémentaires pour faire des vérifications, etc. Il n'y a pas que les RH qui envoient des mails, je ne veux pas vous cibler. Mais ça, c'est une partie réelle, très très risquée. Et le troisième, c'est l'attaquant qui, lui, aura accès à des bases dans le dark web, toutes les données qui ont été mises à disposition,
qui va usurper l'identité de votre collègue, de votre compagne, de votre compagnon, de votre ami, de votre maman, de votre papa, qui va vous envoyer un mail également ciblé et vous allez cliquer sur un lien. Et dans tous les cas, c'est le premier pas d'introduction dans le système d'information. Ça peut être le vôtre à la maison, ça peut aussi, et surtout c'est ce qui nous concerne plus aujourd'hui, celui de l'entreprise. Une fois que l'attaquant il a déposé dans ce système d'information un virus, un malware, qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'étape du milieu. Il va consolider sa position dans votre système d'information, dans le système d'information de l'entreprise, il va se préparer à attaquer. Donc, vous avez une première étape de prise de contrôle, il va aller chercher les machines les plus intéressantes qui vont lui permettre de progressivement infecter le reste du réseau pour aller prendre contrôle de tout le système d'information ou au moins de la partie la plus intéressante. Et puis souvent, on voit par la pratique que les attaquants, ils savent bien où est le plus intéressant pour eux, mais aussi pour l'entreprise, pour vous faire chanter. Ça, c'est la consolidation et la préparation. Et après, il va faire un truc que nous, on appelle translation, et paf, ils attaquent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font 3 choses. Ils volent les données. Donc, évidemment, ils ont récupéré les données. Ça peut être super discret, et personne s'en rend compte. C'est-à-dire que les données, elles passent, elles sortent tous les jours un tout petit peu du système d'information. Ils vont détruire les sauvegardes, parce que sinon, s'ils vous demandent de l'argent pour vos données et que vous pouvez les reconstruire, bah, ça sert à rien. Donc ils détruisent les sauvegardes et ils chiffrent les données. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'ils prennent en otage les données. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? De l'argent. Alors c'est des bitcoins, hein, parce que quand même, on n'en est pas là. Voilà. Et ça, c'est une attaque par ransomware. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure façon de s'en protéger, c'est de traiter la première partie, c'est-à-dire d'éviter que l'attaquant puisse rentrer dans le système. Et bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une attaque, que ce soit vous, mais moi aussi. Donc il faut aussi travailler sur se protéger à l'intérieur pour éviter qu'il y ait propagation des données, et notamment jusqu'à l'infection des sauvegardes. On peut faire des archivages sécurisés qui permettent d'éviter ces risques-là. Ça, c'est l'attaque par ransomware. Juste en 2 mots, je suis Anne Lupfer, je suis consultante en sécurité de l'information depuis 15 ans. Je travaille pour une société qui s'appelle Aveka, qui, entre autres, intervient sur les sujets de la cybersécurité. Et c'est pour ça aussi que je peux vous dire aujourd'hui ce qui se passe le plus souvent dans l'entreprise. Évidemment, je vais vous parler de l'enjeu de la protection de la donnée, mais je pense quand même que vous le savez, que je ne vais pas vous apprendre grand-chose au début. Aujourd'hui, ça c'est un titre assez récent, mais la Suisse est assez choquée d'être victime d'autant de cyberattaques ces derniers temps. C'était un pays qui était plutôt préservé jusque-là, ce qui n'était pas le cas d'autres pays européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cyberattaques aujourd'hui, elles ont lieu majoritairement pour 3 raisons. La première, c'est de la déstabilisation politique ou économique. Déstabilisation économique, quand vous avez des PME, plein de petites PME qui sont rançonnées de 1000 francs, de 2000 francs, bah, sur le tissu local économique, ça fait beaucoup. Vous faites le calcul, vous multipliez par 10, par 100, ça fait tout de suite beaucoup et ça déstabilise une région, voire un pays. Le terrorisme ou la cyberguerre, c'est de plus en plus le cas. Vous avez, je pense que vous avez suivi l'actualité, où les Russes ont répliqué par des attaques cyber et d'autres pays répliquent par des attaques cyber sur d'autres pays. Et malheureusement, des fois, c'est des entreprises qui vont servir de rebond à une attaque plus massive contre un État. Et puis, alors le dernier, le gain financier, c'est quand même la plupart du temps, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Quand ils font des ransomware, les attaquants, ils rançonnent, ils demandent de l'argent et il y a encore beaucoup d'entreprises qui payent et donc ils vont gagner de l'argent. En plus, le risque est assez faible qu'ils se fassent attraper et encore moins sanctionner. Donc vous avez 3 attaques, vous particulièrement dans le domaine de la finance et des ressources humaines. Les ransomware, bon, ça c'est tout le monde, on en a parlé. L'attaque au président, c'est une attaque qui est vieille mais qui reste d'actualité. C'est une base d'ingénierie sociale
on vous appelle, ou en tout cas on appelle une assistante ou quelqu'un qui est un comptable, en tout cas quelqu'un qui a certains pouvoirs quand même dans l'entreprise, et on se fait passer pour le dirigeant de l'entreprise ou pour un chef de projet qui est en train de négocier un truc super important. Et les attaquants sont très 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 au fait du fonctionnement de l'entreprise, de l'activité actuelle de l'entreprise et des transactions en cours. C'est ça qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Et les attaques au président, elles sont possibles parce qu'il y a eu ingénierie sociale, il y a eu écoute, et en général, c'est le même principe. L'attaquant est rentré dans le système d'information, il a énormément d'informations, il sait qui est où à quel moment, et il va bluffer pour récupérer de l'argent. Et vous avez l'attaque au fournisseur, qui est le même principe, seulement là, on va se faire passer, enfin l'attaquant va se faire passer pour un fournisseur, par exemple Microsoft, et demander de changer des informations bancaires dans les factures ou de changer certains petits montants, et on va récupérer, et comme ça, vous allez payer pendant un mois un mauvais fournisseur. Donc ça, sachez que c'est des attaques qui sont peut-être de moindre ampleur que le ransomware, mais qui sont encore d'actualité et qui vont cibler en particulier des fonctions RH et des fonctions financières. En tous les cas, quelles que soient les attaques, qu'est-ce que l'attaquant il va rechercher? C'est les données, parce que c'est les données qu'il va pouvoir monnayer. C'est ça qu'il va pouvoir monnayer, soit en vous disant si tu payes pas, eh ben, tu as perdu tes données, et puis peut-être que la plupart des entreprises vont mettre la clé sous la porte, ou ils vont les revendre sur le dark web, pardon. Et de plus en plus, ils font les deux. Parce que ça, finalement, ils se sont rendus compte qu'être honnête dans la malhonnêteté, ça payait pas assez. Donc maintenant, ils rançonnent et en plus, ils divulguent une partie des données. Les derniers chiffres, c'est statistiquement, ils gardent 70% des données volées qu'ils vont vendre sur le dark web. Donc vous n'êtes pas sûr de la confidentialité des données volées après le vol. Qu'est-ce qui va intéresser donc dans les données? Il y en a plusieurs types. Il y a d'abord toutes les données qui vont servir, alors peut-être faire plutôt l'inverse, là. Passons par la brique la plus en bas à droite. Les données à caractère personnel de personnes physiques. Les données de vous et moi. Pourquoi? Parce que déjà, ça se monnaie facilement sur le dark web. Ils les vendent, alors ils les vendent par paquet. Mais ça permet aussi derrière de faire des fausses identités et de mener des attaques d'un peu plus grande ampleur. Ça, c'est la première source et je dirais, elle est facile peut-être à voler parce qu'il y en a beaucoup partout chez tout le monde, que ce soit les communes, que ce soit n'importe quelle entreprise parce qu'elle a des employés, ou que ce soit par exemple des marchands parce qu'ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations sur vous et moi pour faire de la publicité ciblée, etc. Donc, ça, c'est une cible. À tous les coups, ils volent les données à caractère personnel. Ensuite, il y a toutes les données utiles pour mener une attaque, toutes les données sur l'entreprise au sens large, toutes les données stratégiques pour pouvoir négocier, pour pouvoir faire une attaque plus loin ou pour déstabiliser. Rappelez-vous quand même qu'il peut y avoir de la déstabilisation économique, de l'attaque politique, etc. Ce qui va être très très utile, c'est toutes les données de connexion, vos logins, vos mots de passe, tous les adresses, des mires aussi d'authentification, parce que ça va permettre à l'attaquant, ça va lui faciliter la tâche pour aller sur l'application qui va bien, pour monter en privilège et pour contaminer la suite de l'attaque, la propagation de l'attaque dans le réseau. Là, ces données de connexion sur le schéma de l'attaque ransomware, c'est ce qui va lui servir à se propager, la brique du milieu. Et puis les données financières, alors les données financières, elles lui servent aussi, surtout à savoir combien l'attaquant va demander en rançon. De plus en plus, les rançons sont justes par rapport au montant et ils vont demander un pourcentage du chiffre d'affaires ou de certaines transactions qui sont en cours. Donc les données, ça devient vraiment le cœur du sujet, le cœur en tout cas de ce qu'il faut protéger dans une entreprise. Si vous aviez encore un doute sur est-ce que j'ai des données qui ont de la valeur, et bien de cette perspective-là, de cette perspective d'attaquant, vos données ont de la valeur. Ce qui se passe en plus, c'est que l'entreprise, elle a des responsabilités qui ne font qu'augmenter.
La première chose, c'est que les personnes physiques, vous et moi, que vous soyez employé, que vous soyez citoyen ou que vous soyez un client, les données que vous confiez à l'entreprise, à l'organisme, vous espérez qu'elles soient protégées et qu'elles ne vont pas se retrouver divulguées. Il y a des données, notamment les données à l'employeur, qu'on est obligé de donner pour le bon fonctionnement de tout un tas de services. Les données que vous mettez quand vous inscrivez dans une ville ou à la banque, etc., vous voulez qu'elles soient protégées. Et donc, il y a une attente de la part des personnes physiques qui est d'assurer cette confiance. Vous avez aussi les législateurs qui s'en sont mêlés, et puis vous avez aussi des problèmes de responsabilité qui augmentent. C'est-à-dire que vous avez notamment le RGPD qui a été assez structurant là-dedans, c'est que quand vous êtes une entreprise et que vous dites, bon, j'ai pas les moyens d'héberger les données chez moi, je vais faire appel à un sous-traitant, je vais faire appel à un hébergeur. Et puis, c'est pas de chance, vous avez choisi l'hébergeur qui se fait attaquer et les données, elles sont volées. Eh bien maintenant, de moins en moins fréquemment, le fournisseur est le seul tenu responsable. De plus en plus, l'entreprise cliente, donc qui a décidé d'externaliser ces données, est tenue responsable. Et en tant qu'entreprise, ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que vous avez externalisé, pourquoi vous l'avez externalisé et quel niveau de protection vous aviez eu besoin pour ces données. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas porter, votre fournisseur ne pourra pas être porté responsable, en tout cas assez haut pour que vous ayez une couverture financière. Et donc du coup, tout le monde là-dedans, dans toute la chaîne, on va essayer de se protéger un maximum pour repousser les responsabilités le plus loin possible. Et donc du coup, les tiers vont aussi vous demander un certain nombre de garanties, que vous soyez client ou que vous soyez fournisseur. Dans les deux cas, c'est donnant-donnant. Et vous avez un troisième là, qui entre en jeu, en tout cas dans le volet de la cyber, c'est des assurances. Vous pouvez souscrire en tant qu'entreprise à des assurances cyber. Et il y a eu une grande évolution sur ce marché parce qu'il y a quelques années, 5 ans, 10 ans, n'en parlons pas, mais il y a 5 ans, il y avait des fortes garanties pour peu d'apports de la part de l'entreprise. Aujourd'hui, pour souscrire à une assurance cyber, vous devez apporter des garanties d'un certain niveau de sécurité, que vous sensibilisez vos salariés sur le ransomware, que vous sécurisez un minimum vos systèmes d'information pour qu'il y ait une couverture financière qui soit intéressante. Et puis, bien sûr, et ça c'était plutôt le sujet de cette journée, mais de plus en plus, on va manipuler un grand nombre de données. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le volume de données, il ne cesse de croître. On a de plus en plus de données variées qu'on sait exploiter et qu'on sait mettre à jour. Hein. Et puis, on doit augmenter la durée des cycles de vie des données, parce que notamment la législation va vous demander un certain nombre de preuves par rapport au traitement que vous allez faire des données. Donc tout ça pour dire que d'un côté, vous avez les responsabilités qui augmentent en termes de protection des données, mais que vous avez aussi des enjeux qui augmentent avec un volume de plus en plus grand et une complexité aussi sur le traitement des données. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus juste dire c'est de la faute de... Non, c'est que tout le monde aujourd'hui devient responsable de ces données. Que l'entreprise, elle a un rôle, elle doit protéger ses clients au travers des données, ses employés et ses prestataires. Et ça va passer par un ensemble de choses, par l'apport, la sécurisation de son propre système d'information. Ça va passer aussi par une collaboration intelligente et gagnant-gagnant avec les fournisseurs et les clients dès qu'il y a des échanges, parce qu'il faut bien penser que quand on envoie des données, on partage. Et ça va être ce qui va vous garantir de maintenir la confiance de vos clients, enfin, de manière générale, des personnes physiques dont vous manipulez les données. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que c'est plus pour ça que vous êtes là. Il y a un principe en sécurité qui est on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Donc si on ne sait pas quelles sont les données qu'on a dans le système d'information, on ne va pas pouvoir les protéger et on ne va pas pouvoir non plus les protéger au bon niveau. Parce que vous ne protégez pas du même niveau une donnée financière ou une donnée sensible. Par exemple, si vous avez des données médicales sur vos salariés, vous n'allez pas les protéger de la même façon que
son adresse postale, par exemple, puisque on n'a pas les mêmes enjeux là-dessus. Et vous n'avez pas les mêmes responsabilités non plus. Donc la première chose, c'est de savoir ce que vous devez protéger. La deuxième chose, bah, c'est de mettre en place le niveau de protection qui est au bon niveau, enfin adéquat. C'est de travailler aussi sur la détection. Je ne sais pas si vous avez lu cette statistique, mais il faut en moyenne plus de presque 100 jours, je vais dire, je ne me souviens plus du chiffre exact, près de 100 jours à une entreprise pour réaliser qu'elle a été attaquée. Vous vous rendez compte que 100 jours, c'est 3 mois, et que en 3 mois, l'attaquant, il a eu le temps de faire des trucs avec vos données, il a eu le temps de faire un certain nombre de choses à votre place, ou d'utiliser les données. 100 jours, c'est énorme. Donc il faut être en capacité de détecter qu'il s'est passé quelque chose pour pouvoir contenir au plus vite l'attaque, et éventuellement se déconnecter, rétablir le système et repartir. Et savoir réagir, parce que c'est pas une fois qu'on n'a plus de système informatique qu'on sait ce qu'on va faire. Il va falloir détecter, il va falloir trouver. Donc ça, c'est facile, c'est la base. Après, il y a plein de choses à faire. Et je voulais juste m'arrêter sur 6 sujets. Le premier, je les ai numérotés, puis vous les retrouvez dans le schéma, mais le premier, c'est identifier les données que vous manipulez dans vos activités quotidiennes. Posez-vous la question de est-ce que vous avez besoin réellement de ces données? Est-ce que vous avez le droit? Des fois, on manipule des données par habitude, et puis en fait, on n'a pas le droit, donc ça règle un peu les problèmes. Et ensuite, faites un travail au sein de l'entreprise pour poser les règles de manipulation des données. Peut-être éviter de faire des transferts par mail alors qu'on a un système informatique centralisé qui permet de fluidifier les partages d'informations, etc. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, elle rejoint ce que je viens de dire, c'est traiter que les données dont vous avez besoin et dans le respect des règles. C'est un peu le pendant du deuxième. Le troisième, c'est, vous avez compris qu'on est tous concernés. L'attaquant, il peut rentrer dans le système d'information par le dirigeant, chef d'entreprise, parce que il va être peut-être moins vigilant, parce qu'il va être faire 3 choses à la fois, parce qu'il va être mobile, il va se connecter à un Wi-Fi d'aéroport et on va rentrer dans son système. Et donc là, on a un peu ouvert la boîte de Pandore. Mais il peut aussi rentrer par un stagiaire qui est censé avoir des droits très restreints, mais qui n'a pas respecté les règles ou qui a été moins vigilant parce qu'il ne connaît pas. Et puis, bien sûr, ça peut rentrer par n'importe qui. Donc, pensez à former les gens, former les informaticiens à la sécurité, former tout ce qui est comptable à justement ces attaques qui vont plus les cibler, former la direction à des bons usages et sensibiliser. Mais ça, c'est une affaire quotidienne. On forme et on sensibilise à l'évacuation en cas d'incendie. Mais ça devrait être la même chose en termes de sécurité. Voilà à quoi vous devez faire attention tous les jours. Parce que pensez aussi que maintenant, avec le télétravail qui se démocratise, vous avez une frontière entre l'IT interne et l'IT de la personne qui est de plus en plus fine, sans compter au téléphone portable. Et les attaques passent aussi par les téléphones portables. Donc, pensez vraiment à sensibiliser et à former tous les collaborateurs de l'entreprise, mais les prestataires aussi. Quelles sont les règles qu'on utilise chez nous? Respectez-les, s'il vous plaît. Voilà. Pensez à recruter des personnes qui ont des compétences de sécurité dans les équipes de sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est qu'on fait monter dans l'entreprise des gens qui vont vers la sécurité parce qu'ils ont une appétence pour le sujet, mais on s'arrête là. Elles ont une appétence et on oublie de les former. Il faut aller plus loin. Les attaques, elles évoluent tout le temps. Les attaquants, ils ont une agilité d'enfer. Pendant pleine crise Covid, ils avaient quasiment plus de travail pour tous ceux qui faisaient des choses dans la rue, mais ils se sont translatés et ils utilisent des services en ligne. Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut se tenir à jour. Il y a un grand sujet, c'est le point 4, sur tous vos logins et mots de passe. Que ce soit ceux que vous utilisez à la maison, que ce soit ceux que vous utilisez en entreprise, il faut appliquer des règles et soyez assez... des règles un peu robustes. Vous avez des logiciels de
gestion de coffre-fort des mots de passe qui vous permettent de mettre tous vos comptes et mots de passe dedans. C'est une bonne solution pour avoir des mots de passe qui sont forts, qui vont changer et que vous n'avez pas besoin de vous souvenir. Et puis c'est pratique aussi parce que du coup, vous avez tous les comptes sur lesquels vous êtes inscrit et régulièrement, vous pouvez faire le ménage et donc limiter votre exposition au risque d'attaque. Respectez les règles aussi sur ne pas installer d'applications non autorisées parce que ça va passer sous les radars d'un service informatique. Et si vous avez installé un malware, eh ben, ça va faire sortir des données sans que personne s'en rende compte parce qu'on ne peut pas superviser tout le système d'information. Évitez tous les trucs type Dropbox qui déjà se font pirater, mais ensuite ont des licences d'usage qui font que vous donnez les documents à Dropbox gratuitement comme ça. Donc c'est moyen en termes de propriété intellectuelle. Et le sixième, c'est le point sur lequel je voudrais m'attarder un peu plus, c'est contribuer à l'identification des risques. Vous tous, quel que soit votre rôle dans l'entreprise, vos fonctions, vos compétences, vous en avez parlé juste avant, vous pouvez contribuer à cette partie risque. J'ai mis en avant les deux risques les plus, peut-être qui vous concernent plus aujourd'hui. Il y a c'est issu d'un rapport de Trend Micro, qui est un gros éditeur en matière de sécurité. Je n'ai pas d'action et je ne connais pas particulièrement l'entreprise, mais ils publient des choses intéressantes et à jour. En tout cas, voilà, ils ont fait un panorama des risques, des top risques pour 2021. Et là-dedans, il y en a 4 qui ressortent, qui sont plutôt en lien avec, premièrement, les données, et deuxièmement, tout ce qui va être lié à l'humain. Premièrement, il y a un sujet qui est l'incapacité, la difficulté à prévenir ou détecter les attaques. Ça, je vous l'ai dit. Mais ça, on peut contribuer en donnant des idées, en disant aussi ce qu'on manipule comme données, parce qu'il y a des outils qui permettent de les retrouver dans le système d'information. Et il y a une grosse difficulté par rapport à la donnée à respecter les exigences légales et réglementaires. Et la plupart du temps, du moins de mon expérience, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on manipule et pourquoi on le manipule, et donc du coup de revenir au texte. Et le deuxième groupe de risques, c'est tout ce qui va toucher les personnes, au sens collaborateur. Et il y a deux choses qui est vraiment fort et qui ressort, et c'est pas juste de cette cartographie-là, mais c'est que les responsables de la sécurité de l'information, les CISO, ils n'ont pas toujours l'autorité suffisante pour porter le sujet de la sécurité. Idéalement, un responsable de la sécurité de l'information, il devrait pouvoir parler tout de suite à un comité de direction pour dire voilà ce qu'on risque, voilà ce qu'il nous faudrait comme budget, et voilà ce qu'il me faudrait comme équipe. Et donc, de ce fait-là, d'un mauvais positionnement dans un organigramme, ou en tout cas d'une mauvaise autorité, parce qu'on ne leur a pas donné assez de responsabilités, ils vont manquer de ressources, et financières, et de compétences, parce qu'un CISO tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Et enfin, et ça c'est aussi lié, parce que si les dirigeants avaient conscience de tout ça, ils ne mettraient pas le RSSI tout en bas et sans responsabilité, mais il y a un problème de perception du risque et de compréhension qu'il y a des risques forts pour l'entreprise. Concrètement, comment vous pouvez vous y prendre? Je vous ai mis un petit peu j'ai fait une sélection des actions qui me semblaient pertinentes pour vous aujourd'hui. Nous tous, c'est en gris. On peut déjà travailler à renforcer nos mots de passe. Parce qu'un compte, si vous utilisez le même mot de passe pour Google et pour vous connecter à votre entreprise, bah, c'est quasiment sûr que l'attaquant il l'a déjà et qu'il peut rentrer comme il veut dans le système d'information de votre entreprise. Évitez de partager les comptes avec vos collègues, avec votre conjoint, enfant, etc. Chacun son compte pour qu'on maîtrise. Et adoptez ce que je disais, un coffre-fort de mots de passe, comme ça vous avez tout dans un endroit sécurisé et que vous pouvez tenir à jour. D'un point de vue maintenant, là c'est de la vie de tous les jours, avec cette limite, le privé touche le professionnel. Au milieu, là, il y a un gros problème dans les contrats. C'était la partie légale que je vous disais. Attardez-vous sur les contrats avec vos fournisseurs, revoyez les plus critiques
pour y intégrer tout ce qui va toucher aux engagements de sécurité des systèmes d'information et de protection des données. Donc évidemment, il faut savoir ce que vous manipulez, mais soyez en capacité de dire à votre fournisseur, je manipule tel type de données, vous n'avez pas besoin de lui donner une liste détaillée, ni des données, bien sûr. Voilà ce qu'il faut comme niveau de protection. Et bon, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, mais il faut connaître les données qui sont manipulées, éventuellement faire le ménage si vous en utilisez qui ne devrait pas être, et poser les processus. Encore en gris, en bas, comprendre les situations à risque, et là on peut tous participer. Mettre en place, tester les processus en cas de crise, se préparer. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de système d'information? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois faire absolument pour que l'entreprise survive? Et dans quel ordre on va pouvoir reprendre? Et ça, d'un côté métier, vous pouvez dire quels sont vos besoins pour que l'informatique puisse mettre les bonnes solutions en place. Et puis on va se préparer, il faut s'exercer, etc. Et puis en orange, là en bas, on peut commencer quand même sans faire appel forcément à des cyber assurances, etc. Mais on peut se dire, ah, on a un risque, on va provisionner financièrement ce risque pour être plus agile en cas d'attaque. En bleu pâle, ce qui va concerner plutôt des fonctions RH, former le personnel, travailler avec les sachants dans l'entreprise pour faire des plans de formation, pour faire des plans de sensibilisation, pour que vraiment chacun se sente impliqué. Pour intégrer, et puis aussi un travail d'intégration des responsabilités de sécurité et de protection des données dans les fiches de poste. Ça, c'est un point important parce que quand on fait, nous, des audits en sécurité, souvent on nous dit « Ah, mais je ne savais pas que je devais faire ça. » D'accord? Mais ça nous part à nous du bon sens, mais si la responsabilité n'est pas écrite, souvent les gens ne sont pas responsables et ne vont pas le faire. Ça prend quelques lignes, c'est pas un travail toujours. Ça dépend un peu de votre secteur, mais ça peut être un travail très facile à faire, dans certains cas plus compliqués. Et dans le foncé, si vous n'avez pas déjà une fonction de responsable de la sécurité de l'information, pensez-y. Il y a des services, vous pouvez, si vous êtes petite taille, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un en interne. Vous pouvez aussi faire appel à de l'externe pour au moins avoir un soutien. Et définissez une organisation de sécurité. Il n'y a pas besoin d'avoir que des experts, mais posez des gens qui vont comprendre le sujet, qui vont se sentir responsables, qui vont le porter pour le déployer dans l'entreprise. Et puis, prévoyez des budgets et peut-être réfléchissez à la souscription d'une cyberassurance qui peut être très intéressant quand on est une petite structure ou avec une faible maturité, parce que la cyberassurance va vous apporter des compétences en cas d'attaque et vous permettre de réagir un peu plus vite. Voilà. Et puis, comme vous allez retourner au bureau lundi, je vous ai noté, ou mardi, ou bientôt, 3 priorités selon moi. Organisez votre propre sécurité, c'est-à-dire vos usages à vous. Essayez de faire que ça soit déjà propre dans votre vie personnelle et puis appliquez ces règles-là dans l'entreprise. Faites un travail sur les données que vous manipulez au quotidien, données à caractère personnel entre autres, mais un peu toutes les données que vous manipulez au quotidien pour vous poser la question de est-ce que je suis légitime à les manipuler? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu, se reposer, faire un peu de ménage? Et puis, choisissez un des chantiers, parce qu'il y avait beaucoup, choisissez un des chantiers sur lequel vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose, et puis essayez de le mener pour faire que la sécurité de l'information devienne un sujet dans votre entreprise. Voilà. J'ai du temps, je pense, pour des questions. Et sinon, je vous mets mes coordonnées si vous avez des questions par la suite. Je pourrai avec plaisir y répondre. Donc, je rappelle juste aux personnes en ligne qu'elles peuvent poser également leurs questions via la petite box à droite de leur écran. On les lira à haute voix lorsqu'elles seront posées. Et sinon, le micro va circuler dans la salle si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Alors, on dit souvent pour vivre heureux, vivre caché. Est-ce que le cloud est une bonne cachette en fait? Parce que la question, c'est toutes les données qui sont mélangées avec des myriades de données sont peut-être moins attaquables. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette mouvance vers de plus en plus de données sensibles sur le cloud, même le cloud Amazon et autres? J'ai pas de réponse courte déjà à faire. Et
et pas de réponse tranchée. C'est des vrais débats d'experts. Et en sécurité de l'information, ça fait partie d'un débat récurrent, qui est de se dire que finalement le cloud permet un niveau de sécurité accru d'une infrastructure par rapport à des systèmes d'information de société lambda. On va enlever des gros. Ça, c'est juste. Et vous avez des grands défenseurs du cloud. C'est le bon endroit pour y mettre ces données. Vous avez aussi le côté, justement, on y perd ces données, on va tout y mettre et on n'a aucune garantie qu'elles soient réellement effacées quand on les efface et qu'elles ne soient pas exploitées. Alors, j'utilise très peu Google, mais j'ai un compte Google, j'ai un compte Gmail depuis le tout début, là, doit faire 15 ans. Et j'ai fait un travail de ménage dans mon compte Gmail et j'étais assez effarée parce qu'il y a un moment, j'utilisais le chat et donc j'ai retrouvé des conversations que j'ai eues avec des gens il y a 10 ans. Et il y a aussi ça dans le cloud, c'est qu'il y a une capacité de stockage qui est énorme. Il y a une capacité, et puis ça va faire que se développer avec, on a parlé juste avant des IA, de retrouver des données, et surtout, ce qui est très dangereux, de mon point de vue, quand on met toutes les données dans un data lake ou quelque chose, c'est qu'on est capable de les associer entre elles. Et on peut les exploiter en bien, mais on peut aussi les exploiter en mal. Donc, voilà. Moi, je suis partisane j'essaye de mettre le moins possible de données en ligne. Mais c'est pas super simple et on peut pas vivre complètement isolé. Ceci dit, je crois que Mark Zuckerberg a une espèce de bunker sur une île. Bon, voilà. Ça en dit aussi beaucoup. Déjà, merci pour la présentation. Moi, la question qui me venait, c'est finalement, on a bien compris, viennent finalement les risques d'attaque externe. Finalement, est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'attaques qui viendraient, de problématiques qui viendraient aussi éventuellement de collaborateurs à l'interne? Oui, c'est un sujet que j'ai pas abordé aujourd'hui, mais effectivement, il y a une majorité d'attaques quand même qui restent des attaques internes. Alors, il y a deux cas. Il y a quelqu'un qui se fait embaucher pour entrer dans le système d'information et mener une attaque. On est un peu à la frontière avec l'externe quand même. Et puis, il y a toutes les attaques qui vont être, enfin, tous les vols de données, des choses comme ça qui sont faits par des internes. C'est une réalité. Et c'est en soi quelque chose qui est peut-être plus simple de lutter contre, parce qu'on peut mettre déjà des processus d'entreprise en place. On peut aussi plus facilement surveiller le réseau quand on paramètre bien les postes des utilisateurs et qu'on leur limite certains droits. Et puis, alors là, on parle de malveillance, mais il y a aussi plein de choses qui sont faites par erreur et parce qu'on veut aider. Et c'est aussi ça l'objet des sensibilisations, c'est de rappeler que des fois, on est de bonne volonté, on veut bien faire, mais on va faire plutôt mal. Mais c'est tout un panorama, effectivement. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va conclure là. Donc, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et votre participation aujourd'hui.